c'est quelque chose qui les motive beaucoup, en plus que peut-être s'occuper du pouvoir d'achat, la sécurité, toutes ces choses vraiment. Éric Revel, pourquoi s'y intéresser finalement? Pourquoi ne pas proposer quelque chose qui va encombrer l'Assemblée nationale et qui n'a aucune chance d'être adopté? Pourquoi affaiblir un peu plus les institutions après le fiasco de la dissolution? Vraiment. Écoutez ce petit extrait de Mathilde Panot qui se félicite de cette décision inédite pour la 5e République. Aujourd'hui est un jour très important puisque c'est un événement inédit dans la 5e République qui vient de se produire. Le bureau a décidé à sa majorité de voter pour la recevabilité de la proposition de résolution pour engager la destitution du président de la République, qui sera donc examinée en commission des lois. Et je vais demander très rapidement quand sera inscrit en commission des lois cette résolution sur la destitution du président de la République. C'est un événement, encore une fois, inédit dans la 5e République, où à majorité, les membres du bureau ont considéré que le président de la République n'était plus le garant du bon fonctionnement des institutions républicaines et que donc le débat devait avoir lieu devant l'ensemble du peuple français, puisque ce sont des débats qui sont télévisés, et que ce débat était sain pour la démocratie. Voilà, c'est extraordinaire. On a donc une décision qui n'a aucune chance d'être adoptée. Alors, mon cher Louis de Ragnel, aucune. Mais cher Laurent, ça n'a aucune chance d'être adopté, mais ça existe, c'est présent dans le débat public. Oui, bien sûr. Et ça a été permis grâce aux députés socialistes qui font partie du bureau de l'Assemblée nationale, qui ont défendu un argument complètement lunaire. Ils disent, nous on va voter la possibilité de débattre de la destitution du président, mais on votera contre à l'occasion du débat. Alors ça, c'est quand même incroyable. C'est l'espèce de demi-soumission à la France insoumise. C'est vraiment, on fait attention, on essaie de ménager la chèvre et le chou, et finalement, eh bien, on fait le grand écart idéologique. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, oui. Pourquoi mais quand même, c'est considérable. Quand même. C'est objectivement. Arrêtons-nous là-dessus, parce qu'après vous allez embrayer. Mais non, parce que. vous voulez est-ce que je peux juste terminer une phrase? Allez, il refait quel numéro? Sinon, on me maltraite, on m'empêche de parler. C'est vraiment trop injuste. Je suis la liberté d'expression, cher Laurent, cher à toutes les valeurs que nous défendons. Allez-y, Louis, terminez votre par ailleurs, grand raisonnement. Non, c'est pas un grand raisonnement, là, vous vous moquez de moi. Je connais un petit peu. Entre-temps. C'est Emmanuel Macron, par son inaction, par sa lenteur, a permis l'émergence de ce débat-là et le fait que ça puisse exister. Pourquoi ? Parce que à force de tergiverser, d'avoir un gouvernement démissionnaire pendant 2 mois, avec un gouvernement qui va mettre beaucoup de temps là, avec Michel Barnier, Premier ministre, à être constitué, la nature a horreur du vide, donc, particulièrement en politique. Et donc, je suis convaincu que si Emmanuel Macron n'avait pas dissous l'Assemblée nationale, s'il y avait un gouvernement, mais c'était une possibilité. Non mais attendez, c'est pas absurde. Ne pas dissoudre. S'il n'avait pas été élu, on n'en serait pas là. Non, je dis pas ça parce que ne pas dissoudre l'Assemblée nationale était quelque chose de plutôt rationnel et qui était on a entendu votre point de vue. Et donc, je pense que Emmanuel Macron, s'il continue de laisser traîner les choses, en fait, c'est lui qui est en train de provoquer l'effondrement de la 5e République, et ça se traduit avec des petits cailloux comme celui-ci. Éric Revel. Oui, alors moi je vais vous faire un petit parallèle, parce que vous avez parlé de Thierry Breton tout à l'heure, vous allez voir où je veux en venir, c'est que Emmanuel Macron, il a destitué la France à Bruxelles. En laissant Thierry Breton, qu'il avait appuyé en juillet pour être commissaire européen, passer sous les fourches codines de Madame von der Leyen, c'est vous dire l'effondrement du pouvoir du président de la République française face à la toute-puissance de l'Europe. Donc d'une certaine manière, ça fait un lien. Pour moi, ce camouflet que la France vient de prendre sur la non-reconduction de Thierry Breton est une façon de camouflet volontaire. Mais revenons. C'est un camouflet volontaire, cher Éric. Volontaire ? Bah oui. Écoutez, non, je suis pas certain. Ça s'est passé très vite, il n'y a pas eu de négociation. Mais immédiatement. parce que Madame von der Leyen. Mais parce que Madame von der Leyen, qui n'est élue par personne, est plus puissante que le président de la République française. Alors, Sabrina. Sur la j'allais faire mon parallèle. Désolé, j'ai cassé la baraque d'Éric. Rapidement, Sabrina, allez-y. Destitution, insurrection. Il y a encore une kyrielle de mots que la France insoumise pratique dans sa phraséologie politique qui n'est pas là en l'occurrence surprenante en fait. Bon, alors là on a la chance d'avoir Henri Guénaud qui vient d'arriver sur le plateau qu'on attendait. Désolé. Mais vraiment quand on attendait. La 5e République est-elle au bord du péril? Je suis venu, j'ai passé une demi-heure à regarder. Écoutez, qu'est-ce qu'on écoutait là-dedans? On écoutait la passation de pouvoir. La passation de pouvoir, c'était succulent entre Michel Barnier et Gabriel Attal. J'ai dit à un micro que c'était jubilatoire. C'était jubilatoire. Là, enfin, bon, cher Henri Guénaud, est-ce que la destitution du président Macron est une chose qui vous enchante, qui est de nature à encore affaiblir les institutions de la 5e, ou c'est rien du tout? Non, je trouve qu'à force
de jouer avec les institutions, on va vraiment finir par les démolir. Mais c'est peut-être le but de tous ces gens, enfin, quels qu'ils soient. Hein. En l'occurrence, là, on a affaire à LFI, mais avoir joué avec les institutions, comme on l'a fait avec la dissolution, comme on l'a fait avec les retraites, etc., n'a rien arrangé. Non, c'est très dangereux de faire ça. C'est toujours très dangereux d'abord d'instrumentaliser les procédures judiciaires, parce que c'est une procédure judiciaire en fait. Hein. C'est une mise en accusation. C'est un procès, simplement. Le jury de ce procès, c'est le Parlement. Ça ressemble à l'impeachment aux États-Unis. C'est ça. Et ça, instrumentaliser ces procédures pour résoudre des problèmes politiques me paraît une idée extraordinairement dangereuse. D'autre part, le départ du président de la République dans ces conditions serait une catastrophe. D'abord, ça affaiblirait la fonction présidentielle de façon définitive. Deuxièmement, ça ne résoudrait aucun problème. Au contraire, on ferait des élections anticipées dans des conditions abracadabrantes, c'est-à-dire, enfin, on aura encore 3 semaines, même pas de campagne présidentielle. Ce serait un nouveau rendez-vous démocratique raté. Il n'y aurait pas de vraie campagne. Et en plus, le nouveau président, s'il était destitué dans les semaines qui viennent, se retrouverait devant une assemblée, la même assemblée. Qui est la même en juin prochain. Mais ça n'arrivera pas. Rassurons-nous, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera mais alors, à quoi joue la gauche, Henri Guénaud? Ça n'arrivera pas, mais c'est la première fois qu'on joue avec ça depuis le début de la Ce sont des coins qui sont enfoncés semaine après semaine. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est le rôle de la gauche et du Parti socialiste, qui est un parti de gouvernement, qui était au pouvoir il n'y a encore pas si longtemps que ça. Oui, peut-être faut-il le dire au passé. Ils acceptent que le débat ait lieu sur la destitution tout en disant qu'ils ne voteront pas cette destitution. Ça rime à quoi, Henri Guénaud? Mais rien. Enfin, ça rime à rien, sauf qu'ils sont empêtrés dans des tactiques, des combinaisons, des alliances. Bon, voilà, vous ne voyez pas, c'est le retour du grand jeu des partis. C'est le retour du régime des partis. C'est le retour de tout ce qui nous a coûté si cher dans le passé. Non pas qu'il faille éliminer les partis, mais quand les partis s'emparent ainsi de tout le jeu politique, quand les appétits des partis et les arrière-pensées des partis dominent tout le jeu politique, on court à la catastrophe. Qui s'intéresse dans cette affaire à la fois aux institutions, à l'intérêt général, à l'avenir du pays? Non, c'est personne en fait. Voilà, On va aller à Matignon, Henri Guénaud, vous restez bien sûr avec nous. On rejoint Élodie Huchard et Charles Baget. Bonsoir à tous les deux. Bon, il y a encore eu des consultations. Michel Barnier a encore vu un certain nombre de personnels politiques. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la question du budget. Parce que là, vraiment, on est au pied du mur, Élodie. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette question précisément aujourd'hui ? Eh bien, Laurence, en fait, aux alentours des 12h30, c'est Éric Coquerel, le président de la Commission des Finances, et Charles de Courson, le rapporteur général du budget, qui sont venus réclamer les lettres plafonds. Très clairement, une lettre plafond, c'est ce qui est adressé à chaque ministère et où on évalue justement quel budget va être donné à chaque ministère, quelles sont les dépenses, quelles sont là où, au contraire, où on fait des économies. Et justement, évidemment, pour préparer ce budget, ces lettres, elles sont nécessaires. Elles ont déjà été signées par Gabriel Attal quand il était encore Premier ministre. Elles ont été envoyées au ministère et donc les deux parlementaires ont voulu venir les récupérer. Il faut rappeler que c'est un droit constitutionnel. Ils ont le droit de les consulter. Ils sont donc venus ici à Matignon et ils sont repartis totalement bredouille. À Matignon, on leur a opposé le fait que ces documents n'étaient que des documents de travail préparatoire et donc qu'ils ne pouvaient pas encore les consulter. Mais il y a deux limites à cet argument. La première, je vous l'ai dit, c'est Gabriel Attal qui les a envoyés au ministère. Ça n'est donc pas un travail préparatoire. Et puis deuxièmement, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, dans un courrier hier soir, il leur a dit qu'il allait leur transmettre d'ici à vendredi un document qui lui-même était préparatoire. Donc vous voyez bien que ces excuses finalement ne sont pas très crédibles. Et puis surtout, ce que nous a dit Éric Coquerel à plusieurs reprises, c'est qu'il était en colère, qu'il voulait rester mesuré, mais que le budget avait déjà pris plus de 2 mois de retard. Pour lui, il y a une solution qui serait simple, c'est de déposer devant les parlementaires le budget tel qu'il est au moment où je vous parle et que les parlementaires aient tout le loisir, comme ils le font toujours, de l'amender comme ils le souhaitent. Merci Élodie Huchard et Charles Baget devant Matignon. À quoi joue tout ce petit monde, Henri Guénaud ? On joue à la destitution d'un côté, le budget, on est en plein brouillard. Est-ce qu'on va dans le mur ? Si on continue comme ça, oui, on va finir par aller dans le mur. Alors là, le problème du budget, il est le fruit de cette dissolution, des conditions dans lesquelles elle s'est passée et de la manière dont a été gérée la désignation du Premier ministre. Voilà, donc tout le monde se trouve coincé. Normalement, les lettres de cadrage, elles arrivent avant l'été, de façon à ce que... On sait que rien n'est comme d'habitude dans ce moment. Et normalement, le projet de budget est déposé avant le 1er octobre.
on voit bien qu'on peut pas tenir ces délais. Alors c'est aussi un grand théâtre. Hein. Le rapporteur général du budget, le président de la commission de finances savait très bien que oui, c'est de la communication. Voilà, tout ça était prématuré. Il n'est pas anormal quand même que le nouveau gouvernement jette un coup d'œil sur le projet de budget, même si probablement le projet de budget qui arrivera sur le bureau des parlementaires et de la commission des finances ressemblera beaucoup à celui de l'année dernière et sera amendé au fur et à mesure. Mais tout le monde, je crois, pourrait y mettre du sien parce que sinon on va pas arriver à avoir un budget dans les temps. Hein. Alors il y a aussi une autre petite musique qui vient de Matignon et qui a très très bien percuté les Français, c'est qu'on évoque des hausses d'impôts. Voilà. Alors Éric Revel, des hausses d'impôts, c'est pas complètement démenti. Alors, l'Élysée dit c'est le Premier ministre qui décide. Mais à qui profite le crime? Alors attendez, je vais essayer de faire un lien entre l'économie et la... Allez-y, Éric Revel. Il n'a pas démenti. Et après on repasse à parler Henri Guénaud. Il a bien lu, le Premier ministre, que la gestion était catastrophique et qu'il s'apprêtait à augmenter les impôts. Alors, je vous passe le côté, on est le pays qui paye le plus d'impôts, ce qui est vrai, etc. C'est pour ça que je suis un peu moins optimiste qu'Henri Guénaud. Je ne pense pas qu'on va dans le mur. Comment ça, je suis optimiste? Je pense qu'on est dans le mur. On est déjà dans le mur. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le pacte législatif de gouvernement des DLR, eux, leur ligne rouge, c'est pas d'augmentation d'impôts. Qui fait fuiter tout ça, mon cher Louis Dragnel? C'est M. Darmanin. C'est M. Darmanin qui fait fuiter. Donc en fait, on est en son train entourage, pas lui-même. Si, c'est lui-même. Si. Ah d'accord. C'est dit explicitement dans le Parisien. Si le Premier ministre annonce des hausses d'impôts, alors je vois pas comment les LR, enfin ce qui reste des LR, les 47 députés et leurs chefs, peuvent rentrer au gouvernement. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'on s'attaquerait pas par des réformes, parce qu'il n'y a pas de majorité pour les faire passer au train de vie de l'État, on augmenterait les impôts des Français. Non, mais alors ils ont tous juré qu'ils ne le feraient pas. On est dans le mur. Emmanuel Macron a juré qu'il n'augmenterait pas les impôts. Gabriel Attal non plus, Elisabeth Borne non plus, Edouard Philippe. Henri Guénaud, à quoi jouent-ils tous? Mais je ne sais pas à quoi joue tout le monde. Mais encore une fois, à force de jouer avec le feu, on va finir par se brûler. Alors, l'augmentation des impôts, c'est hélas une option qui est sur la table. De tous les gouvernements de tout temps. Oui. On peut pas changer maintenant, enfin inventer une nouvelle politique économique, restructurer l'État, restructurer la dépense publique là, dans les conditions. Donc, on va se trouver le gouvernement, le Parlement, va se trouver coincé entre deux options ou un mélange des deux, qui est soit l'augmentation des prélèvements, soit la diminution des dépenses. Je vous dis très vite qu'ils vont choisir l'augmentation des impôts. Hein. Je n'en sais rien, mais la diminution des dépenses pose aussi des problèmes majeurs, parce que je crois les Français aujourd'hui, la société française, absolument pas en état de supporter une cure d'austérité drastique. C'est-à-dire qu'on rogne sur le budget de la santé, qu'on rogne sur le budget de l'éducation nationale ou de la sécurité. Mais on fait quoi du coup? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est bien le problème, là. C'est qu'on n'a pas un gouvernement qui a la légitimité et la majorité nécessaire pour engager une vraie transformation. Et d'autre part, on ne résoudra pas le problème budgétaire auquel on est confronté en s'affolant et en prenant un tas de décisions dans l'urgence. Hein. C'est quelque chose qui ne peut se résoudre que dans la durée. Raison de plus pour arrêter de dire la situation est un désastre, nous sommes en faillite, la maison va brûler, parce que si c'est ça, on va finir pour de bon par affoler les marchés. Le 12 octobre, l'agence de notation Fitch va à nouveau rendre son évaluation. Donc si vous leur dites, c'est pas seulement l'agence de notation qui est importante, c'est la psychologie des opérateurs de marché. Bien sûr, un marché, oui, peut-être pas tant que ça. On l'a vu, hein, on a perdu le triple A à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, rien n'a bougé. On a encore vu la note baisser, rien n'a bougé. Ça dépend des moments, ça dépend du contexte aussi psychologique. Bon, la France, elle n'est pas, elle est pas en faillite au sens où les gens auraient. Non, la France est en faillite, mais pas à cause de ça. Non, elle n'est pas en faillite. Elle est dans. C'est préoccupant, mais pour l'instant, elle n'est pas au bord de la faillite. Les gens continuent à acheter des obligations françaises, et on ne peut pas dire que les taux aient fait un bond en avant, indépendamment de l'inflation. Donc c'est pas. Mais à force de dire ça, un marché financier, c'est quoi? Un marché financier, c'est pas des épargnants, ce sont pas des prêteurs, ce sont des opérateurs qui, pour gagner de l'argent, doivent vendre avant les autres ou acheter avant les autres. Les raisons pour lesquelles ils vendent ou ils achètent ne sont pas importantes. Ce qu'il faut, c'est leurs anticipations sur ce que vont faire les autres qui décident de leur comportement. Si on continue à tout dramatiser comme ça,
ça va finir effectivement par entraîner ce qu'on appelle des anticipations autoréalisatrices. Mais Henri Guénaud, d'où vient l'espoir là? Parce que quelle est la solution? Un gouvernement miracle qui réussira à panser toutes les plaies françaises? Non, aucun gouvernement dans les circonstances actuelles ne pansera toutes les plaies françaises. Ce qu'il nous faut, c'est un gouvernement capable d'assurer une mission essentielle qui est la continuité de l'État, faire face aux événements, parce qu'on a besoin d'imaginer qu'il y ait demain une pandémie, que la guerre s'aggrave à l'Est ou que la crise palestinienne vienne creuser de nouvelles fractures à l'intérieur. Il faut un gouvernement qui soit capable d'affronter les événements. Toute autre ambition me paraîtrait vouer ce gouvernement à l'échec, parce qu'il n'a pas de mandat pour entreprendre une politique, il n'en a pas. C'est la première fois d'ailleurs dans l'histoire qu'un gouvernement n'a aucun mandat, dans notre histoire en tout cas, sur les 200 ans de République. Il n'a pas de majorité et il n'a même pas de soutien inconditionnel. Il n'a pas un parti qui le soutient. Il n'a que des soutiens conditionnels. On voit bien d'ailleurs quand on parle des impôts ou des personnes qui vont être nommées, que chacun met ses conditions. Donc ce gouvernement n'a qu'une mission. Et cette mission, encore une fois, c'est assurer la continuité de l'État. Il ne peut la remplir que s'il échappe à l'emprise des partis, c'est-à-dire si les partis eux-mêmes ont assez le sens du devoir pour se mettre un peu en recul et pour que ceux qui vont aller au gouvernement n'y aillent pas pour représenter leur parti, mais pour faire leur devoir. Et pour représenter l'intérêt des Français. C'est beaucoup demandé, mais c'est la seule condition. Sinon je ne vois pas comment on s'en sort. Si les gouvernements tombent les uns après les autres, ça va être le chaos institutionnel. Et après, on fait quoi ? Question posée. Merci Henri Guénaud d'être venu ce soir dans Punchline CNews Europe 1. Vite, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon. Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. Stéphane Séjourné a été choisi pour remplacer Thierry Breton à la Commission européenne. Une annonce faite aujourd'hui par Ursula von der Leyen. Le chef de la diplomatie française hérite d'un portefeuille clé à la stratégie industrielle. La présidente de la Commission européenne qui a dévoilé à Strasbourg donc sa nouvelle équipe de commissaires. Le Conseil d'État rejette le recours de l'imam de Pessac visé par une procédure d'expulsion du territoire français. L'institution affirme notamment que cette mesure d'expulsion ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie familiale puisqu'il n'a pas d'enfant. Enfin, la Russie continue d'augmenter les effectifs de son armée. Une demande de Vladimir Poutine liée notamment aux menaces aux frontières du pays, selon le chef du Kremlin. Le président russe qui a signé un décret ordonnant une hausse de près de 15% du nombre de soldats, Laurence. Merci beaucoup Simon Guillain pour ce rappel des titres de l'actualité. On fait une toute petite pause. On se retrouvera dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.